Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous êtes sur Espace TV. Nous sommes le 28 septembre. Souvenez-vous, il y a plus d'un demi-siècle, la Guinée rejetait le référendum gaulliste en y opposant un non massif. C'était en 1958, une date historique. Comment le pays est-il parvenu à se défaire de la chaîne expansionniste? Élément de réponse dans ce 22h. Et puis, vous le savez déjà, le CNRD a dévoilé lundi soir la charte de la transition. Sans pour autant, les acteurs de la société civile saluent cette démarche des nouvelles autorités. Les activistes des droits de l'homme, eux, réclament un régime de sanctions dans cette charte. Notre angle de ce soir nous conduit à Hitar. C'est à 7 km de Fulamori, à la frontière de la Guinée-Bissau. C'est une des localités qui ont souffert de la fermeture des frontières par le régime Condé pour des raisons sécuritaires. La décision du nouveau pouvoir de Conakry de rouvrir les accès a y été accueillie avec beaucoup de bonheur. Bienvenue à tous. Le 28 septembre 1958, beaucoup s'en souviennent encore, c'est le jour où la Guinée a opposé un non catégorique au général de Gaulle. Le pays avait alors refusé le projet de communauté franco-africaine proposé par la France. 36 ans avant, à l'époque, vêtu de son boubou blanc, le camarade Ahmed Sékou Touré a tenu un discours fort, historique, qui a marqué toute la communauté internationale. Nous ne renoncerons pas et nous ne renoncerons jamais au droit légitime et naturel à l'indépendance. Retour sur les événements avec Ali Badara Kamara. C'était à l'occasion de la crise algérienne du 13 mai 1958 que le général de Gaulle s'est lancé dans une série de réformes, dont la modification de la Constitution qui inclut un processus de décolonisation africaine avec une idée maîtresse: réunir les futurs pays indépendants africains dans une large communauté avec la métropole. Ce projet est inscrit dans le texte constitutionnel qui doit être soumis à référendum en septembre 1958 aux Français de métropole, mais aussi aux habitants des territoires coloniaux. En août 1958, le général de Gaulle entame une tournée dans les pays africains avant de s'engager à Brazzaville à la décolonisation de l'Afrique noire en proposant la création de la communauté dans laquelle chacun des États membres accédera à l'autonomie, avec un pouvoir exécutif et législatif. Il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où il leur dépendra d'en décider eux-mêmes, affirme le général de Gaulle. Une phrase qui affiche sa volonté de restaurer la liberté des pays dominés pendant des années, même si celle-ci n'est pas manifeste pour certains observateurs. Le 28 août 1958, de Gaulle arrive à Conakry, capitale de ce qui n'est pas encore la Guinée. Il est accueilli par son camarade Ahmed Sékou Touré, le jeune maire et député du Rassemblement démocratique africain, RDA. Le jeune leader guinéen qui, fidèle aux rêves de l'époque, croit en une Afrique libre et décomplexée, anticolonialiste, panafricaniste. Il lance à de Gaulle une phrase qui restera dans la légende politique du continent. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la recherche dans l'esclavage. En réponse, le général de Gaulle mentionne: On a parlé d'indépendance. Eh bien, je le dis ici plus haut qu'ailleurs. L'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole ne s'y opposera pas. Le général de Gaulle sort furieux et dit à ses proches: La Guinée n'est pas indispensable à la France. Qu'elle prenne ses responsabilités. Nous n'avons plus rien à faire ici. Le 28 septembre, un mois plus tard, le grand jour auquel la Guinée remporte le référendum avec 1 130 292 sur 1 200 171 votants dans les 26 circonscriptions de la Guinée d'alors, soit 95,2%, alors que dans pratiquement tous les autres pays africains, le oui l'emporte avec les majorités dépassant
Les 90%, à l'exception de Madagascar, 77%, Djibouti, 75% et le Niger, 78%. Ainsi, la Guinée proclame son indépendance au 2 octobre 1958. À l'occasion, le mouvement sécuritaire a organisé une journée d'assainissement et de recueillement au mausolée de Camayen, une façon pour ces jeunes de reconnaître les efforts de ceux qui ont lutté pour que la Guinée obtienne sa souveraineté. Bernard Koundouno et Aboubakar Din Kamara. Ils ont leur manière de célébrer la date historique du 28 septembre en Guinée. Il s'agit bien du mouvement des sécouturéistes, un groupe de jeunes qui œuvrent pour la reconnaissance des valeurs de ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance du pays. Cette année, ces jeunes ont nettoyé la tombe de Saïfoulaye Diallo, celui qui a tenu le discours du 25 août 1958 à l'arrivée du général de Gaulle en Guinée. Le 28 septembre est une date symbolique pour nous. Et le sécouturisme a pour coutume de célébrer les dates historiques, c'est-à-dire permettre à la jeunesse ou indiquer à la jeunesse nos repères, les gens qui ont symbolisé la résistance africaine, les gens qui ont symbolisé notre accession à l'indépendance. Et c'est dans ce contexte que nous avons choisi de venir cette année reposer et nettoyer où repose le camarade de Saïfoulaye Diallo, un des acteurs majeurs du Nord au général de Gaulle. Le PDG RDA est aussi présent auprès de ces jeunes à travers son secrétaire général par intérim pour rendre hommage aux dévanciers du pays à travers cette journée d'assainissement et de recueillement. Et depuis après le décès du responsable suprême de la Révolution 84, je crois qu'une date symbolique et glorieuse ont tendance à disparaître. Mais ce n'est que partie remise. Parce que ce que vous constatez, tout comme nous, c'est la jeunesse qui est en train de réclamer ce droit. C'est la jeunesse qui est en train de réclamer ce droit parce qu'elle a pris conscience, parce qu'elle a envie de connaître effectivement cette partie glorieuse de notre histoire. Ces jeunes sollicitent auprès des nouvelles autorités la reconnaissance de la journée comme une journée nationale de la dignité. C'est un appel certainement que nous pouvons lancer à l'égard des nouvelles autorités pour qu'ils essaient de faire en sorte que cette journée soit effectivement reconnue comme journée nationale de la dignité, pour que la jeunesse qui a soif de connaître son histoire, son véritable histoire, puisse s'en approprier. Et en ce sens, je crois que nous pourrons tirer toute la fierté que nous avons en tant qu'Africains guinéens. Le mouvement sécouturéiste n'est pas à sa première action. L'objectif même de la création de cette organisation est la reconnaissance des efforts des acteurs de l'indépendance guinéenne. Le 28 septembre, cette fois-ci en 2009, des militaires guinéens ouvraient le feu sur des citoyens au stade du même nom alors qu'ils étaient venus pour un meeting politique organisé par le Forum des forces vives de Guinée. L'événement tourne au vinaigre et la manifestation est réprimée dans un bain de sang. Des centaines de personnes ont été tuées et des femmes violées. Suivez ce récit de Mohamed Valek Touré. Le 28 septembre, voilà que cette date a marqué et continue de marquer l'histoire politique de la Guinée. C'est l'anniversaire historique du référendum de 1958 par lequel la population guinéenne a choisi une totale indépendance. Plus récent, c'est aussi la commémoration du massacre de 2009 au stade du 28 septembre. Ce jour, plus de 150 opposants à la junte militaire au pouvoir à l'époque ont été tués et une centaine de femmes violées. Du point de vue géographique, le lieu du crime est très symbolique. Le stade du 28 septembre, un stade qui accueille des rencontres sportives, mais aussi des événements politiques comme celui de 2009. Les représentants de divers partis politiques demandent un retour à un pouvoir civil et la tenue d'élections quelques mois après la mort du président Lansana Conté et le coup d'état militaire qui a porté Moussa Dadis Camara à la tête du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD. Considérant la manifestation illégale, le CNDD a envoyé des forces militaires spéciales composées de bérets rouges pour empêcher les opposants et des forces vives dans leur mouvement de manifestation. Une manifestation politique qui a tout de même contribué à la fin du règne du capitaine Dadis. Cible d'un attentat 2 mois plus tard, Dadis a été soigné hors de Guinée fin 2009 et poursuit jusqu'à date son exil au Burkina Faso. Depuis maintenant 9 ans, une association de victimes et la Cour pénale internationale ont rassemblé des preuves sur les exactions perpétrées à la date du 28 septembre 2009.
que ces actes ont été organisés et qu'ils ont été pour la plupart commis par les unités d'élite de la garde présidentielle dénommées Bérets Rouges. Les victimes veulent aujourd'hui savoir la vérité, la justice et la réparation. Elles se battent le plus souvent dans l'ombre alors qu'aucune cérémonie de commémoration officielle n'a encore jamais été faite en leur honneur. Le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est rendu à cette occasion au stade du 28 septembre pour rendre hommage aux victimes de ces massacres. Des prières ont été faites pour le repos de leur âme. Quelques victimes et parents de victimes présents sur les lieux ont salué ce acte du colonel Doumbouya avant de réclamer justice. André Mossier Milimono, Aliouba, reportage. Il est arrivé peu avant 18h ici, au stade où sont tombées des centaines de personnes le 28 septembre 2009, alors qu'il tenait une manifestation. Amin. 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 Puis en quelques mots, c'est le porte-parole du CNRD qui salue la mémoire des victimes. Nous avons pensé venir nous recueillir à ce lieu très mythique pour la Guinée, qui porte le nom du 28 septembre, pour prier à la mémoire de tous les Guinéens, que Dieu ait pitié de leur âme, que Dieu protège la Guinée et que Dieu fasse que les Guinéens se donnent la main pour un développement harmonieux de la Guinée. Donc ce sont ces mots de remerciement, de reconnaissance de M. le Président que je tiens à apporter à son nom personnel. Cet acte du colonel Mamadi Doumbouya est hautement salué par les victimes et parents de victimes. Pour eux, cette action s'annonce comme une nouvelle ère pour que la justice soit enfin rendue dans ce dossier. Avant de pardonner, il faut qu'on sache d'abord qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce message-là que je voulais. Et puis c'est un sauveur. Je lui souhaite bonne chance. Il est venu au bon moment. J'ai espoir avec le colonel. Je pense qu'il va sortir la vérité de ce pays. Cette journée marque la 12e année depuis le massacre dans ce stade. Pour le moment, le procès tarde et juste une seule personne a été interpellée. Le Comité national du Rassemblement pour le développement a publié lundi soir la Charte nationale de la transition. Sans fixer sa durée, elle fait 13 pages et contient 82 articles. Même si elle a mis du temps à venir et en dépit de nombreuses attentes, le président de la Ligue pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique trouve, lui, que c'est une démarche tout à fait cohérente. Rosaline Gauthier-Monemo et Alemara Alexila sont allés l'interroger. La justice et la démocratie sont entre autres quelques priorités inscrites en bonne dans la Charte nationale de la transition. Un contenu encourageant selon ces défenseurs des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont affirmés et réaffirmés avec emphase. Ça, c'est quelque chose de très positif. Cette charte prévoit la mise en place du Conseil national de la transition. Bien que présent à l'esprit de la junte, ces juristes invitent les acteurs à ne pas tomber dans les erreurs du passé. Sous la transition du capitaine Dadis, n'est-ce pas, et de Sékouba Konaté, les organes de la transition, le CNT et le gouvernement de transition avaient proposé une prolongation de la transition. Et c'est le général Sékouba Konaté qui a refusé. Et donc, je pense que vous avez les lois, beaucoup de lois dans la Constitution ont été taillées sur la mesure des personnalités qui se trouvaient au CNT. Et cela nous a donné des institutions inféodées ou inféodables au pouvoir exécutif. Je pense que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Mamadi Kaba trouve que le fait de laisser le chronogramme à plus tard est salutaire. Pour lui, si le délai de la transition était mentionné dans la charte, cela pourrait amener à douter. Désormais, il sait compter sur les forces vives à s'entendre sur un chronogramme raisonnable. Même si, par exemple, il disait dans la charte que les concertations ont majoritairement opté pour tel nombre d'années, nous n'aurions pas cru, parce que nous n'avons pas toutes les propositions sous la main. Alors il appartient maintenant aux forces civiles du pays, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile et tout le reste, de parler d'une seule voix, de s'entendre sur un chronogramme qui renforce la démocratie et l'état de droit. Pour une réussite totale de la transition, Mamadi Kaba suggère aux forces vives de la nation
l'abandon des intérêts partisans et les guerres de positionnement. Des acteurs politiques et de la société civile saluent cette charte de la transition proposée par le CNRD. Ils invitent les forces vives au respect scrupuleux de ce document. Par ailleurs, les activistes des droits de l'homme réclament un régime de sanctions, chose qui a été occultée dans cette charte. Al-Senibari, Ibrahim Souli Kamara. La charte était attendue. Désormais, le chemin est balisé. Les politiques n'ont pas tardé à réagir. Je trouve cette charte assez équilibrée et très judicieuse. Par exemple, si je parle de l'article 60, où on parle de la répartition au niveau du Conseil national de transition, je pense que l'équilibre se retrouve. La société civile aussi félicite la sortie rapide de cette charte et invite les forces vives à s'impliquer pour son respect. À mon avis, c'est une charte qui est bien élaborée, où l'ensemble des organes de la transition sont mentionnés, mais aussi les dispositions par rapport aux organes de la transition. Le vice-président du CNOX laisse planer le bénéfice du doute sur les manquements. Il préfère saluer le fait que la charte peut être révisée à l'intérieur du CNT avec une majorité de 2 tiers. Quand la charte va être déroulée au niveau du CNT, nous aurons véritablement peut-être le recul nécessaire de faire des observations. Mais il est prévu quand même que la charte peut être révisée. Du côté des activistes des droits de l'homme, la charte rassure avec la lutte contre la politisation de l'administration du territoire, le repli identitaire et la promotion des droits de l'homme. Il faut saluer du fait que tout un chapitre, je vais parler du chapitre 4, donc de l'article 8 à l'article 35, que ça soit consacré au respect, à la promotion des libertés publiques. Cependant, il garde un brin de tristesse quant au manque de sanctions qui n'est pas stipulé dans la charte de la transition. Ça devrait être stipulé dans le cadre de la charte même, des sanctions qui pourraient être infligées à tout promoteur d'un 3e mandat ou de la modification d'une constitution ultérieure. Et ça pourrait garantir davantage la constitution qui serait en vue d'être rédigée. Le problème sera la représentation des partis politiques au sein des organes de la transition, où les jeux d'intérêt et de positionnement risquent de créer des divergences. Des promoteurs des langues nationales fustigent l'omission ou le refus d'intégrer les langues nationales dans la charte. Pour eux, elles devraient prendre en compte les langues du terroir comme elles l'ont été dans les constitutions de 1990 et 2020. Ils invitent le CNRD à intégrer cet alinéa linguistique national dans la charte. Guéna Bangoura, Al-Sini Kamara pour plus d'informations. L'État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée. Un alinéa qui parle de l'intégration des langues nationales dans les textes juridiques de notre pays. Par contre, dans cette charte de transition lue sur les ondes de la RTG, il ne figure pas. Ce promoteur de langue nationale s'en offusque. Lorsque nous lisons les différentes constitutions successives de la Guinée, celles de 1990, 2001, 2003, 2010, 2020, dans toutes ces constitutions, il a été écrit à travers un alinéa linguistique que le français est la langue officielle de la Guinée. Et après cet alinéa, il y avait un autre alinéa qui tenait compte des langues nationales. Chaque citoyen doit connaître les textes de la Constitution. Pourtant, la majeure partie de la population est analphabète, explique ce membre de l'Académie Nko. 70% de la population guinéenne ne parle pas français et ne comprennent pas français. Et les 30% aussi qui parlent français, combien parmi ces 30% peuvent comprendre un langage juridique compliqué? Cette préoccupation a été bel et bien soulevée lors des concertations entre le CNRD et les journalistes. Nafagui Sori Kondé demande au colonel Mamadi Doumbouya d'y penser. Pour cela, nous, en tant qu'acteurs et promoteurs des langues nationales et africaines, donc nous lançons cet appel au CNRD, et au gouvernement qui viendra ou au Conseil national de transition qui sera mis sur place, de tenir compte des langues nationales dans tous les aspects de la vie. Parce que nos langues nationales portent nos cultures, notre civilisation. Donc,
Et nos langues nationales aussi sont les meilleurs héritages vraiment de nos coutumes et de ce que nous avons de nos ancêtres. Donc sans langue nationale, il n'y aura pas de nation. Il faut donc attendre si cette remarque sera prise en compte par le CNRD. Il y a seulement 23 jours depuis qu'elle est au pouvoir, la junte, aux nombreux soutiens qui se sont déjà exprimés, s'ajoute celui de l'Union guinéenne antifraude. L'organisation, comme les précédentes, a pris acte de la prise du pouvoir par le CNRD. Elle exprime également sa volonté de l'accompagner dans la lutte contre la fraude et le respect des lois du pays. Elle a fait savoir ce mardi à travers une déclaration rendue publique à son siège de Conakry. Propos recueillis par Ismaël Nabé et Yacouba Traoré. UGAP s'engage à vous accompagner tout en vous demandant de procéder à 1. La libération et le respect de l'intégrité physique et morale de M. Alpha Condé. 2. L'application des textes de lutte contre la spéculation et la fixation anarchique des prix des denrées alimentaires, tels que le riz, le sucre, la farine, l'huile et les engrais. 3. L'application des conventions fixant le tarif des transports entre les préfectures et à 1 500 francs le tronçon dans la ville de Conakry. 4. La lutte avec fermeté contre le piratage des œuvres artistiques à ciel ouvert, qui est aujourd'hui à la base de la dévalorisation de nos cultures. Et 5. L'application de la loi L 2021/0019/AN du 17 mai 2021 portant répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l'intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité en République de Guinée. Dans un communiqué lundi soir, le Conseil national du Rassemblement pour le développement a décidé de revoir le prix du carburant à la pompe. Il passe désormais de 11 000 à 10 000 francs guinéens. La décision vient répondre à une des sollicitudes des populations hier foncièrement éprouvées sous le régime Condé. Le reportage de Guinée-Bemba Koulibaly et Aboubakar Din Kamara. Le prix du carburant par litre est désormais à 10 000 francs guinéens à la pompe. Cet acte vient augmenter le nombre des actes posés par le Comité national du Rassemblement pour le développement, vivement applaudi par la population. Partout, c'est la joie chez les citoyens. On remercie le président colonel Doumbouya d'avoir facilité la taxe à la population guinéenne, puisque la diminution de prix de carburant s'accompagne avec la diminution de prix de transport. Vraiment, l'arrivée de colonel Mamadi Doumbouya suscite vraiment un grand espoir au sein de la population. Monsieur Doumbouya est venu vraiment prouver aux Guinéens que le régime de Alpha Condé suçait vraiment les Guinéens. On était sur un régime dictatorial qui n'avait pas vraiment pitié des Guinéens, qui se servait vraiment des Guinéens. Ils ont prouvé à la population réellement que c'était leur intérêt qui les intéressait. Imaginez les 1000 francs qu'ils ont réduits là. Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, c'est ma première fois de voir ça en Guinée. Si on augmente quelque chose en Guinée, ça ne diminue jamais. C'est ma première fois. En tout cas, nous sommes contents. Ça va aider la population. Tu peux rester toute une journée, presque sans rien manger. Mais sans se déplacer, c'est impossible. Dans la cité, la joie fuse de partout. Des chauffeurs promettent de sensibiliser leurs collègues afin de ramener le transport à 1500 francs guinéens le tronçon. On a beaucoup aimé le fait que les nouvelles autorités du pays ont baissé le prix du carburant. Peut-être que cela va changer aussi dans le cadre des tarifs de certaines marchandises. Nous, de notre côté quand même, nous allons sensibiliser nos collègues. Par rapport à le diminuer du carburant, on a été beaucoup contents de ça, quoi. Tu as vu, parce que le carburant, au moment c'était à 11 000, on souffrait par rapport à des passagers. Déjà, les citoyens disent être satisfaits des actes posés par les nouvelles autorités du pays. Ils pensent que les conditions de vie du Guinéen pourraient s'améliorer avec la junte militaire, contrairement au défunt régime. Le torchon brûle entre deux organisations syndicales du pays. Il s'agit de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée et l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. L'une accuse l'autre d'avoir utilisé
tout l'argent qu'elles ont reçu ensemble en 2017. Il s'agissait d'une subvention qui leur avait été accordée par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail d'alors. Que s'est-il réellement passé? Justin Leno et Ibrahim Sori Souma sont allés à la rencontre des deux structures syndicales. À cause d'une affaire d'argent, plus rien ne marche entre la CNTG d'Amadou Diallo et l'USTG d'Abdoulaye Sow. Les deux centrales syndicales sont divisées à cause d'une subvention annuelle qui leur a été accordée en 2017. Amadou Diallo dit être accusé par Abdoulaye Sow d'avoir été le seul bénéficiaire de l'intégralité du montant, pourtant alloué à toutes les organisations syndicales du pays. Concernant la question de la subvention accordée aux centrales syndicales, où il affirme que tout le montant est accordé à la CNTG seule. Ceci est faux. Sur toute la ligne, la CNTG avait 72,79%, était classée première, suivie de l'USTG unifié et dirigée par Feu Louise Mbemba Souma, 24,24%, deuxième, et l'ONSLG, 1,25%, donc troisième, ainsi de suite. Il y avait même deux centrales syndicales sorties avec 0,0%. Vous faites le calcul et vous trouverez qui doit avoir quoi. Amadou Diallo, à travers son représentant, expose des preuves qui, selon lui, démontrent que l'USTG a bien reçu la part du montant. En date du 28 avril 2017, par camarade Abdoulaye Sow. À l'époque, il était l'un des secrétaires généraux adjoints de l'USTG. Et il a fait cette procuration, c'était justement pour avoir la part de l'USTG dans la subvention accordée à l'ensemble des centrales syndicales. Pendant ce temps, Abdoulaye Sow insiste et persiste que des accusations qu'il porte contre Amadou Diallo sont fondées. Il tente d'ailleurs de clarifier davantage ce qui s'est réellement passé. Ce qui est dit effectif. Au début, toutes les centrales syndicales bénéficiaient de cette subvention, mais sur des bases irrationnelles. Parce que l'élection sociale qui a été réalisée est fondée sur du faux. C'était de faux chiffres. C'était pour arranger la CNTG. Ce qui a fait qu'ils ont bénéficié de 75% de cette subvention au début. Mais après, ils se sont appropriés seuls, en disant qu'au niveau de l'USTG, qu'on était divisé, ils ont créé un faux débat autour de l'USTG, en disant qu'il y a deux centrales, une à Mamou, une à Conakry. Un jeu d'intérêt devant lequel nul ne souhaite que son image soit salie. Pour beaucoup, les vraies raisons ne sont jamais dévoilées dans ce genre de situations. Les femmes du marché de Kountia Nord ont été sommées de quitter leur lieu de négoce au profit d'un projet de construction. Les promoteurs de ce projet ont dégagé les conteneurs de ces femmes et bloqué la route d'accès à ce site. Les victimes réclament leur droit à l'État. Idrissa Bari commente les images de Djibril Kabak Kamara. Cet espace est situé entre les rails de la CBK et la route Le Prince, à cheval entre les quartiers Kountia Nord et Ketaya. Il sert de lieu de négoce pour les femmes pour subvenir aux besoins de leur famille. Contre toute attente, elles ont été surprises d'apprendre que ce lieu a été vendu à un particulier qui a aussitôt lancé un projet de construction. Une situation que déplorent ces femmes. De Kountia à ici, tout passe par cette route pour joindre le prince. Nous avons juste été surpris de voir cette clôture bloquant ce chemin. À la question de savoir le motif de ce projet, on nous a fait comprendre que ce domaine appartient à un particulier alors que c'est un domaine de l'État. Et c'est là que nous vendons. Selon les riverains, c'est l'un des chefs de quartier qui aurait vendu ce lieu à un citoyen nommé Salif Bangoura. Le titre foncier présenté par ce dernier serait un faux et le numéro 01519 sur ce document est attribué à un certain Mamadou Kaoberete. Selon toujours les riverains, le ministère de l'Habitat n'a jamais engagé un projet d'aménagement sur les emprises de la voie ferrée. Cet officier du bureau des investigations spéciales de la gendarmerie pointe un doigt accusateur à certains membres du conseil de quartier. Tout ce que nous traversons comme ça, les actes que pose le président, tous sont noyés par les chefs de quartier, vu qu'ils ont un lien direct avec la population. Si on ne tient pas compte
du comportement de ces chefs de quartier, ce sont eux qui créeront des vrais problèmes au gouvernement, aux autorités. Ce dossier est déjà pendant auprès de la justice de Dubrika, alors que sur le site, le promoteur poursuit les travaux de construction d'une clôture sur le domaine. Le margi-chef Laïbala Kourouma invite les autorités préfectorales de Dubrika et Koya de se saisir de cette affaire afin de rétablir les femmes dans leurs droits. L'athlète française d'origine guinéenne Rougui Diallo souhaite partager son expertise d'athlète international avec ses compatriotes guinéens, notamment des amoureux de la chose. Pour ce faire, Rougui veut bien animer des camps de formation. Elle a dit ce mardi lors d'une interview accordée à notre rédaction au sortir de l'émission Les Grandes Gueules. Elle a été interrogée par Mohamed Sissé et Abdoulaye Kamara. Suivez le décryptage. Tout est parti à l'âge de 6 ans. Lorsque cette athlète française a eu la passion pour le sport, notamment l'athlétisme, comme toute autre profession, la pratique de cette discipline sportive n'a donc pas été facile pour Rougui Diallo. Elle n'a par contre pas baissé les bras. Des expériences, la native de l'Abbé en a trosté. C'est pourquoi elle compte par ailleurs les partager avec ses compatriotes guinéens. Oui, j'aimerais bien par le futur réaliser certaines journées associatives auprès des petites filles surtout. Auteur d'un parcours héroïque, assorti d'une finale en triple saut lors de la 32e édition des Jeux Olympiques de Tokyo, Rougui a loué le soutien du public sportif guinéen. Pour que la pratique du triple saut soit effective dans son pays d'origine, Rougui Diallo ne manque pas d'ambition. J'aimerais vraiment pouvoir développer des structures sportives parce que je sais qu'on en a énormément besoin. J'ai visité il y a 2 jours le stade de Nongo, c'était vraiment énorme, mais vraiment je pense qu'il faudrait encore plus développer de structures, peu importe que ce soit des stades de foot, des stades d'athlétisme, mais vraiment pouvoir inculquer une culture sportive très forte au niveau des jeunes guinéens. La spécialiste en triple saut lance un appel à la jeune féminine à s'intéresser à la pratique du sport. J'aimerais vraiment leur montrer que tout est possible. Il ne faut pas s'arrêter aux préjugés, surtout ici en Guinée ou même en Afrique, ou peu importe du milieu dans lequel on vient, on peut tout faire. Si elle n'a pas eu la chance de défendre les couleurs de la Guinée dans des compétitions internationales, la championne du monde junior en 2014 aux États-Unis promet d'apporter sa touche aux autorités sportives. Notre angle. Entre la Guinée et la Guinée-Bissau, les nouvelles autorités du pays ont enfin décidé de les rouvrir. Une annonce évidemment qui a suscité de la joie chez les citoyens du district de Hitar, une localité située à 17 km de la frontière. Notre équipe de reportage y séjourne depuis quelques jours. Les habitants lui ont témoigné toute leur satisfaction, mais aussi les énormes difficultés qu'ils ont traversées pendant la fermeture. Reportage Mamadou Pete Diallo et Salifouli Fossissi. Kikiar est cette localité située à 17 km du dernier district de la Guinée, Foulamori se trouvant à quelques kilomètres de la frontière entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Dans ce district, c'est une joie qui domine les citoyens avec l'annonce de l'ouverture de la frontière par le CNRD. Vraiment, nous sommes très ravis des nouvelles autorités avec leur décision d'ouvrir les frontières. Nous sommes en Guinée, mais nous sommes proches de la Guinée-Bissau. Savoir que les activités vont reprendre de ce côté nous soulage beaucoup, car nous avons trop souffert. Malgré cette annonce qui a suscité beaucoup d'engouement chez les habitants de ce district, certains d'entre eux n'ont pas hésité à rappeler les moments traversés pendant la fermeture des frontières. Franchement, nous avons tiré le diable par la queue. Depuis que ces frontières ont été fermées, l'état de la route n'est pas favorable. Même si ceux qui sont en Guinée veulent venir, ils ne pourront pas. La route n'est pas du tout bonne. Avec une population estimée à 2400 habitants, la presque totalité des activités commerciales étaient effectuées par des citoyens dont la plupart venaient de la Guinée-Bissau.
Au dire des autochtones, cette fermeture a sérieusement affecté le district de Kikiara où un marché hebdomadaire a lieu chaque samedi. Nous sommes des éleveurs et agriculteurs. On envoyait nos produits en Guinée-Bissau et ceux de la Guinée-Bissau aussi venaient faire des achats. Mais depuis la fermeture de la frontière, tout a basculé négativement. Là, nous sommes dans la sous-préfecture de Koumbia, précisément dans ce bar où passagers en partance de la Guinée-Bissau et du Sénégal font un arrêt pour la restauration. Ici, selon la gestionnaire, l'impact de la fermeture des frontières s'est également fait sentir. On avait beaucoup de clients, mais tout a changé aujourd'hui. Nous avons tellement souffert. Moi, je préparais un sac de riz et 30 kg de viande. Mais c'est le contraire pendant ce temps. En dehors des cris de cœur des citoyens, l'état du chemin a été aussi abordé par les conducteurs d'engins. Sur cette route, ce sont les nids de poules qui dictent leurs lois. Creuse avec des trous remplis d'eau et impraticable à certains niveaux, la traversée de ce chemin n'est pas chose aisée pour ces usagers. Nous souffrons énormément sur cette route. Beaucoup de nos maîtres ont eu des chocs parce qu'il y a trop de trous sur ce chemin. À cause de l'impraticabilité de la route, souvent des voitures tombent en panne. Ce chauffeur qui roule entre Conakry et Touba dénonce l'état du chemin qui est loin d'être favorable pour leur engin. La route est mauvaise, il y a des fossés partout. Nos voitures tombent souvent en panne. Ces usagers manquent souvent de mots pour exprimer leur peine, comme par exemple Kerno Amadou Diallo qui pratique cette voirie depuis 4 ans. Vu l'état de la route, il laisse entendre qu'il fait 20 heures entre Kamsar et Gawal. Nous faisons parfois plus de 20 heures entre Kamsar et Gawal. On bouge à 19 heures pour rentrer à 13 heures ou à 14 heures. Ce chauffeur voit également l'indifférence des autorités dans la résolution de leurs problèmes. Il affirme que les gros porteurs et autres engins roulent sur cette route qui aujourd'hui est synonyme de calvaire. La route fonctionne bien, mais personne ne nous aide pour la réhabiliter. C'est le courage et la motivation qui nous poussent à travailler. Il faut rappeler que cette route n'est pas la seule à être dégradée. D'autres comme Koya Kindia et Kindia Mamou sont aussi dégradés. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Kalisso. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.